Bonjour à tous, je vais donc essayer de vous présenter aujourd'hui un peu la manière dont on étudie les sols sur le terrain, donc en essayant de comprendre ce qu'on peut voir et quelle est un peu la stratégie d'observation des sols sur le terrain. Et puis on va faire ça avec les éléments du bord, donc on va faire ça basiquement dans mon jardin. Un point qui est important, c'est qu'on est au 21e siècle et on pourrait penser que notre science, elle n'a plus besoin de se passer de cette phase de terrain. Or en fait, j'ai tendance à penser que c'est vraiment la phase essentielle. C'est d'abord sur le terrain qu'on arrive à comprendre les choses. Et quand vous faites de la pédologie appliquée sur des questions de biodiversité, sur des questions de physique du sol ou de propriétés mécaniques, si vous vous intéressez à des questions de zones humides, si vous vous intéressez à des questions de pollution, tous les travaux sur les sols, ça commence d'abord par une bonne description de ce qui se passe sur le terrain. Et donc cette phase-là, on a des fois tendance à la négliger, mais ça commence là-dessus. Donc n'oublions pas, on est d'être naturaliste, et puis on peut assumer que notre science, c'est encore un peu une science du 19e siècle, et on utilise pour décrire les objets, pour les connaître, l'essence, la manière très très simple de décrire les choses. Et je vais essayer quand même de vous montrer qu'il doit y avoir une méthode, un petit peu un cadre pour réaliser cette description de sol. Ok, le premier élément en fait, quand on va essayer de comprendre comment les choses fonctionnent sur le terrain, c'est évidemment de mettre le sol dans son contexte. On ne va pas attaquer bille en tête en faisant un trou, décrire le sol sans avoir compris ce qui se passe autour, parce que sinon évidemment on ne comprendra absolument rien à l'objet. Et donc la première étape, c'est évidemment d'être bien positionné, localisé. Donc aujourd'hui ça veut dire GPS, ça veut dire positionnement dans l'espace. Et ensuite, essayer de décrire l'environnement du profil. Donc ça va être la première étape de la description du sol. On décrit l'environnement du profil et puis on décrira le sol lui-même. Alors pour décrire l'environnement du profil, on peut se dire mais comment on s'y prend? Ce que je vous propose, c'est d'être assez simple. Dans le cours, on a vu qu'il y a 5 facteurs de formation des sols: climat, organisme, relief, topographie, matériaux parentaux, roches, étangs, et on n'oubliera pas aussi le facteur humain. Et bien on va simplement suivre ce plan-là, mais sur le terrain, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a à décrire sur ces différents facteurs. Bon, pour la description du climat, il est important en fait de distinguer deux choses. On va décrire quand on est sur le terrain à la fois la météo, c'est-à-dire qu'on va décrire, dire dans quelles conditions météo on réalise la description. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire qu'on est dans un temps ensoleillé, qu'il n'y a pas eu de pluie depuis une semaine. Ok, donc ça c'est vraiment les conditions locales qui vont éventuellement être à prendre en compte sur la description qu'on réalise. Et puis par ailleurs, il y a un positionnement sur un climat général. Alors si on est à l'échelle du globe, c'est dans quel grand type de milieu on est. Nous évidemment on est ici en milieu, on va dire, tempéré. Et en montagne, ce qui est important ici, c'est de bien définir les étages bioclimatiques. Donc je vous rappelle juste, pour ceux qui ont un peu oublié, l'étage planicière de la plaine, on va dire une température moyenne annuelle entre 12 et 8 degrés. L'étage montagnard, température moyenne entre 4 et 8 degrés. Alors on peut distinguer montagnard inférieur et supérieur. Évidemment, c'est la hétresse sapinière et la paissière. L'étage subalpin, entre 0 et 4 degrés de température moyenne annuelle. Et enfin, l'étage alpin avec des températures moyennes annuelles qui sont souvent en fait négatives. Ok, on se rappelle ça parce que ça nous permet de nous positionner dans quel grand type d'ambiance pédologique on est. Je vous renvoie au cours où on avait vu le principe d'étagement des sols selon l'altitude. Quand on a fait météo-climat, on peut considérer qu'on a donné les informations nécessaires sur cet aspect climatique. Deuxième élément qu'on décrit dans l'environnement du profil, donc ce qui est lié aux organismes. En fait, dans la réalité, ça concerne essentiellement la description du monde végétal. Alors, on peut le faire de manière plus ou moins précise, on peut détailler ou pas. Moi, en général, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une description type Braun-Blanquet, donc type très écologique. Je vais simplement, peut-être pour les étudiants géologues parmi vous, vous représenter comment ça marche rapidement. Et puis pour les étudiants en écologie, c'est un rappel, on va dire. Donc comment on fait quand on décrit la végétation dans une approche Braun-Blanquet? On décrit la végétation d'abord strate par strate. Donc on découpe l'espace en strates de végétation définies par une hauteur de végétation. Il y a successivement les strates suivantes. La strate arborescente, les végétaux de plus de 7 mètres. La strate arbustive, on va dire elle est entre la taille d'un homme et 7 mètres. Les sous-arbustifs, ça va désigner les ligneux qui sont inférieurs à la taille d'un homme. Puis les herbacées et enfin les mousses. Regardons strate par strate, en prenant un exemple toujours dans mon jardin.
Si on regarde la strate arborescente, donc vous voyez que j'essaye de considérer uniquement les végétaux qui ont plus de 7 mètres. Alors comment je m'y prends? Je vais dire pour cette strate quel est son taux de recouvrement. Qu'est-ce que c'est que ce taux de recouvrement? C'est la projection au sol de cette strate. On imagine simplement cette strate des arbres donc de plus de 7 mètres. Si je projette au sol, quelle est la surface qu'elle représente? Et donc si je me passe ici, eh bien j'aurai quelque chose qui serait, allez, peut-être de l'ordre de 60% de la strate, donc un taux de recouvrement de 60%. Attention, il y a un point que j'ai un peu oublié de vous mentionner, c'est ce relevé de végétation, sur quelle surface on le réalise. C'est un peu l'aire minimale d'observation de la végétation. Ça, évidemment, ça dérive en fait du nombre d'espèces que l'on voit en fonction de la surface qu'on considère. Pour être simple, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes en forêt, vous prenez une valeur de l'ordre de 400 mètres carrés, hein, un carré de 20 par 20. Et puis si vous êtes par contre en milieu prairial, un carré de quelques mètres carrés, quelques 10-20 mètres carrés est suffisante, donc quelque chose qui fait 4 par 4 par exemple est tout à fait suffisant. Donc strate arborescente, taux de recouvrement. Ensuite, on va dans cette strate faire la liste des espèces présentes. Et donc là, en l'occurrence, dans cette strate-là, dans mon jardin, il n'y a pas énormément de choses, hein. Je mettrai donc un cèdre de l'Atlas et puis un néflier du Japon. C'est les deux seules espèces dans mon relevé que je mettrai. Et ensuite, je suis censé donner un coefficient d'abondance-dominance à chaque espèce. C'est un coefficient qui va de plus à 5 et qui décrit si l'espèce considérée, donc vous voyez là, c'est pas strate par strate, c'est espèce par espèce, si cette espèce a un gros et très abondante, et est-ce qu'elle a un très gros poids dans le taux de recouvrement. Donc, pour les écologues, je vous renvoie à votre cours d'écologie, et pour les géologues, notez simplement, allez, vous notez un coefficient qui dit il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de cette espèce. Ça me paraît largement suffisant. Pour les autres, on se rappelle, hein, le coefficient d'abondance-dominance, c'est un coefficient complexe qui mélange les notions de recouvrement et d'abondance pour les petites valeurs plus 1 et 2. Donc, on vient de voir la strate arborescente. Maintenant, on répéterait la même opération avec la strate arbustive. Hein, vous voyez, un végétal qui est bien plus haut que moi, ligneux, mais qui fait largement moins de 7 mètres. Et je répète l'opération. Dans cette strate arbustive, quel est le taux de recouvrement et quelle est la composition? Ici, un bête laurier un peu naze, mais existant. Même opération maintenant avec la strate sous-arbustive. Je précise juste que quand on parle d'un sous-arbuste, on parle d'un végétal même, on va dire ligneux bas, donc qui fait moins que la hauteur d'un homme, mais strictement ligneux, c'est-à-dire qu'il y a une croissance secondaire, hein, qui forme du bois. Ok. Et ça, c'est une distinction forte. Alors ici, on va dire des rosiers, on va avoir des hortensias, jardin de base de ville. Et attention, la dernière strate à considérer, c'est la strate des herbacées. Donc vous voyez qu'on a affaire toujours à des végétaux qui sont des végétaux bas, mais cette fois, ils ne sont pas ligneux. Ils n'ont qu'une croissance primaire, hein, en longueur. Et voilà, là en l'occurrence, vous voyez que le tout, si je considère le petit carré devant moi, bah, le taux de recouvrement il est très très important de cette strate ligneuse avec un végétal, une graminée de la famille des stipes, en l'occurrence ici. Enfin, la dernière couche que l'on peut considérer, la strate moussinale, hein, la strate des mousses. Bon là, je me suis mis sur un petit muret. Objectivement, on ne considère que les sols sur le sol. Mais là, pour la démonstration, bah, la strate moussinale, même esprit, on essaye de regarder quel est le taux de recouvrement de ces mousses. Ok ? Donc vous voyez que la description de la végétation, elle est évidemment extrêmement importante. Et je vous renvoie au PowerPoint et au TD, rappelant les relations végétation-plante pour essayer de comprendre pourquoi elle est si importante. On continue sur les facteurs de formation des sols qu'on essaie de décrire sur le terrain quand on présente l'environnement du profil. Donc après le climat et les organismes, on se penche sur les deux critères liés à la terre,
la géomorphologie et les roches. Pour la géomorpho, donc là en fonction aussi de votre niveau, soit on décrit vraiment les formes en essayant de bien comprendre dans quel type de forme géomorphologique on est, talweg, versant, crête, etc. Mais le plus simple, c'est d'abord de décrire tout simplement la pente. Quelle est la pente? Ne pas oublier de préciser quelle est l'orientation. Hein. Donc là, si vous voyez, je continue dans mon jardin, on va avoir une pente relativement faible de 15-20 degrés. On a une orientation qui est quasiment ici plein sud. Donc pente, orientation. Si vous êtes un peu meilleur en géomorpho, vous pouvez donc préciser dans quelle situation dans le versant on se situe. Est-ce qu'on est en position convexe? Est-ce qu'on est en position concave? Et donc affiner ces descriptions géomorphologiques. Mais dans un premier temps, simplement pente, exposition. Pour les roches, alors dans la plupart des cas, quand on décrit les sols, on n'est pas à l'affleurement et donc on n'est pas capable de décrire la nature des roches. Ça peut arriver, hein, si vous êtes devant un affleurement, bah, évidemment vous l'utilisez pour essayer de préciser dans quelle nature de roche on a. On reviendra dessus évidemment quand on aura réalisé le trou et qu'on verra éventuellement mieux la roche. Mais dans un premier temps, à ce niveau, on essaie de se rappeler ce que la cardiologie a pu nous donner hein, pour essayer de se placer dans une ambiance générale. Est-ce qu'on est sur roche sédimentaire? Est-ce qu'on est sur roche métamorphique? Est-ce qu'on est sur roche volcanique, plutonique, etc. Et enfin, surtout à ce stade, ce qui est important, c'est de noter si on risque de se trouver devant des formations superficielles. Est-ce qu'il y a un risque dans une moraine, dans un dépôt éolien, dans un dépôt alluvial, dans un dépôt colluvial? Je pense que c'est les éléments essentiels à bien observer à ce stade. Sur les derniers paramètres, le temps et les hommes, alors pour le temps en général on a une information qui est assez faible, hein. Je vous renvoie à mon cours, en général en fait on ne connaît pas vraiment l'âge des sols, hein. Il n'y a que des situations très particulières dans lesquelles on connaît vraiment l'âge des sols. Il s'agit juste de préciser si on a des arguments pour dire qu'on a des sols très récents, on va dire de l'ordre du siècle ou moins du siècle, ou si on a des sols qui ont été remaniés, on va dire relativement récemment. Vous voyez aussi que tout de suite je fais allusion à de l'activité humaine et donc à ce stade, généralement, on note la présence de l'activité humaine. L'activité humaine, c'est éventuellement des travaux sur la végétation, des travaux forestiers, c'est des modifications de la topographie, c'est éventuellement du scellement par du béton, par du macadam, c'est éventuellement des traces de pollution dans certains contextes qui peuvent apparaître. Et une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez, on a répété les 5 grands types, on a à peu près le cadre général et on peut se lancer dans la description de ce qui est plus nettement le sol. Avant d'attaquer l'observation du sol lui-même, en fait, on va déjà observer la surface du sol. On va récupérer déjà toute une série d'informations avec simplement l'observation de la surface du sol. Alors, dans ces éléments-là, qu'est-ce qu'on commence à faire? D'abord, on regarde quel est le pourcentage de sol nu. C'est très lié évidemment à la description de la végétation qu'on a eue précédemment. On regarde simplement quel est le pourcentage de sol couvert par la végétation. Si on regarde à mes pieds, vous voyez que dans cette situation, on aurait un très grand pourcentage de sol nu. On aurait presque, je ne sais pas, 90% de sol qui n'est pas couvert par la végétation. Première information. Deuxième information, est-ce qu'on voit des traces d'érosion? On en a déjà parlé en cours. On note ici, est-ce que l'on voit de l'érosion en nappe? Est-ce qu'on voit de l'érosion en rigole? Est-ce qu'on voit éventuellement des ravines? Et éventuellement toutes les formes de redistribution en surface, avec la présence par exemple des croûtes de battance, que je n'ai encore pas évoquées en cours, mais que vous allez découvrir dans un cours à venir. Donc observation, érosion en surface. Ensuite, un élément important, c'est de regarder si on a des éléments grossiers. Vous vous rappelez, éléments grossiers pour un pédologue, c'est le caillou, hein. Est-ce qu'on a des éléments grossiers en surface? Et donc, en l'occurrence, par exemple ici, si je me place devant cette situation, eh bien, vous voyez, on a un certain pourcentage d'éléments grossiers avec, allez, on peut estimer, si on prend juste ce petit carré, hein, on aurait peut-être 40% d'éléments grossiers en surface. Évidemment, dans ce cas-là, si on a les éléments grossiers, on essaye un peu de les caractériser. Alors pour ça, un truc tout simple, évidemment, j'ai ma picette d'HCl. Vous voyez qu'il y a une très claire effervescence. Je vais répéter l'observation. Effervescence de ce morceau de calcaire. Mais en l'occurrence ici,
vous voyez qu'à côté, on a un bloc. Vous voyez que je relance, il n'y a évidemment aucune effervescence. Et puis, quand on le regarde, on voit bien que c'est un bloc de matériaux cristallins, remaniés, un peu en forme de chapeau de Napoléon, et donc un bloc qui a évidemment un passé beaucoup plus complexe lié à du transport fluvial, par exemple. Donc, en l'occurrence ici, de l'hétérogénéité que l'on note bien dans ces cas. Donc, surface de couvert, forme d'érosion, nature et importance des éléments grossiers. Et à partir de là, on va faire quelque chose qui est encore plus important, c'est qu'on va essayer d'observer en surface l'évolution de la matière organique en se penchant sur les formes d'humus. Alors comment on fait ça? C'est tout simple. On va se positionner sur le sol et puis on va très délicatement regarder quelle est la nature de la matière organique en surface et comment elle évolue en fonction de la profondeur. Pour l'observation des formes d'humus, donc vous avez vu, j'ai essayé de regarder sur le terrain, j'ai simplement extrait les différents niveaux de l'humus pour pouvoir vous les montrer de manière plus simple. Donc de manière traditionnelle, quand on décrit les humus, on décrit 3 couches que on verra en cours, on appelle des couches O, 100% organiques. Donc je décris, attention, soyons bien clairs, ici que des matériaux qui sont 100% organiques, qui ne dérivent absolument pas des processus d'altération. Ils dérivent à 100% du processus d'incorporation de matière organique. Seulement, dans ce contexte, on va dire forestier, on est capable de suivre morphologiquement l'évolution de cette matière organique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, premier niveau, ces feuilles qui, vous voyez, sont intactes, elles sont à peine percées, on est capable de reconnaître l'espèce. Bon, en l'occurrence, je ne sais pas si vous êtes capable de reconnaître l'espèce, mais c'est du tilleul. Et cette couche-là, quand on marche, vous savez, ça fait un joli bruit, hein, c'est des feuilles intactes, on l'appelle simplement la litière. Et pour un pédologue, cette couche, ça s'appelle la couche OL. O pour horizon organique, L pour litière. Okay, première couche, OL. On l'enlève et on tombe, parfois, sur une deuxième couche. Alors, si on observe, vous voyez que ce que j'ai en main, c'est bien de la matière organique, c'est bien une feuille, mais vous voyez que maintenant, je suis incapable de reconnaître la nature de la plante, quoi. On voit éventuellement que cette reste en particulier des nervures, des éléments un peu plus lignifiés, mais que les parties les plus cellulosiques ont déjà été consommées. Cette couche où on voit la matière découpée, fragmentée et très souvent avec abondance de champignons dans cette couche, on l'appelle la couche OF. Deuxième couche, OF. Enfin, si je descends, dans un certain nombre de cas, je vais rencontrer cette matière organique. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais cette matière organique, ce que j'ai en main, c'est 100% de la matière organique. Il n'y a pas de minéral là-dedans. Alors, cette couche, c'est quoi? C'est une couche qui est 100% organique, mais vous voyez qu'ici, on ne reconnaît pas du tout les structures végétales. C'est de la matière organique unifiée qui a été transformée. Je vous renvoie au cours sur la dynamique de transformation de la matière organique. On parle ici d'un résidu du processus de minéralisation qui s'accumule à la surface des sols. Donc une couche humifiée, et cette couche-là, on l'appelle la couche OH. Les humus des sols, donc 3 couches, OL, OF, OH. Nous verrons en cours qu'il y a des écosystèmes dans lesquels il n'y a que la couche OL. Il y a des écosystèmes dans lesquels on rencontre la couche OL et la couche OF, et des systèmes dans lesquels on a OL, OF, OH. Donc attention, vous n'avez pas systématiquement ces 3 couches, mais c'est les 3 éléments de base à être capable de repérer. Alors c'est très simple, hein. Vous voyez qu'un enfant il est capable de reconnaître morphologiquement ces 3 couches, mais leur présence, leur absence, leur épaisseur relative va être extrêmement riche pour indiquer du fonctionnement de l'écosystème et notamment les turnovers de matière organique ou de recyclage des biomasses. Donc ça c'est un outil. Je vous renvoie au cours qu'on aura la semaine prochaine sur les types d'humus, mais ce qui est important ici, c'est d'être capable de reconnaître ces formes OL, OF, OH.